Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous passez un bon début de semaine. Nous cette semaine, ça va. On a décidé de répondre un peu aux abonnés qui nous font des suggestions de thèmes de podcast, parce que ce thème-là, c'est une abonnée qui me l'a suggéré, donc on la remercie. Et ça peut aider pas mal de monde, je pense. Donc le thème, c'est comment investir selon le budget. Donc on va faire de 1 000 € à 200 000 €. Et c'est parti. Est-ce qu'il faut être riche pour investir dans l'immobilier? Ou investir tout court même? Non, en réalité, l'investissement, justement, pour moi, c'est t'as encore plus besoin d'investir Quand t'as pas de thunes. quand t'as pas de thunes. Parce que, je sais pas, on peut imaginer quelqu'un qui aurait un patrimoine de 50 millions d'euros. En fait, lui, c'est naturel qu'il investisse, mais lui, il en a pas trop besoin en fonction de son lifestyle. Il a déjà largement assez. Je pense qu'au contraire, c'est quand on n'a pas de patrimoine que c'est là où c'est le plus important de se poser ces questions et d'investir. Pas forcément pour arriver, on va dire, sur des chiffres stratosphériques ou forcément devenir rentier. Je pense que juste pour déjà améliorer votre train de vie, vous permettre d'être moins dépendant de vos revenus, que vous soyez salarié, auto-entrepreneur, voir que vous ayez votre petite boîte, etc. à côté. Je pense que c'est super important de commencer à construire un patrimoine parce que ça vous sécurisera dans votre vie et il y a plein de moments où ça va vous aider. Ça permettra peut-être d'avoir une maison plus grande, d'acheter une plus belle voiture, de pouvoir acheter un appartement quand vos enfants font leurs études, peu importe, ça vous donnera des clés, ça vous donnera des opportunités et vous aurez moins l'impression d'avoir des problèmes d'argent qui, je pense, est un facteur numéro un petit peu De déprime. de déprime et puis même de problèmes de couple. Tu vois, ça, on a déjà parlé un petit peu des relations d'argent en couple dans ce podcast et effectivement, l'argent est souvent un gros problème dans les cas de divorce. Je crois que c'est la source numéro 1 qui crée les divorces devant l'infidélité. Donc comme quoi, c'est quand même pas rien. Et c'est pour ça que plus vous allez investir, plus vous allez créer de revenus complémentaires ou en tout cas avoir une assise patrimoniale qui vous sécurisera. Et c'est pas parce que tu n'as que 1 000 € que 10 000 € que tu peux pas commencer tout de suite. C'est un peu contre-intuitif, je dirais, parce que moi, je me rappelle quand j'avais vraiment pas beaucoup de sous, genre 2 000 ou 3 000 balles de côté, tu vois, je voulais absolument, tu sais, j'étais pique sous, quoi. Je voulais vraiment pas les dépenser, pas les toucher. Je pense que j'aurais jamais été prise, j'aurais jamais pris le risque, en tout cas, de les investir. Et en fait, c'est vrai que c'est assez bête, du coup, parce qu'au final, c'est 2 000 €. Allez, j'en aurais gardé 2 000 pour un au cas où. À cette époque-là, 2 000, je vois pas quel problème aurait pu me tomber dessus qui dépassait 2 000, si tu veux. Mais ma voiture valait pas ça, donc voilà. Mais en fait, j'aurais pu largement transformer les 2 000 en 4 000, 6 000, et cetera, si avec le bon mindset, en tout cas. Peut-être Ou prendre des quelques bonnes habitudes qui j'allais t'auraient dire fait gagner du temps sur la suite. j'allais dire, quelques peut-être prérequis sur l'épargne, la manière de gérer un peu ses dépenses personnelles, si tu as des conseils avant de commencer à investir, parce qu'on est d'accord qu'il faut avoir une petite mise de départ. On l'a vu, on va commencer à 1 000 €. Déjà, c'est vivre un petit peu en dessous de ses moyens pour Ouais. commencer. Donc, commencer par dépenser moins que ce que vous gagnez en termes de revenus. Pour moi, ça, c'est déjà la base. Du coup, de se permettre à commencer à se créer une épargne, donc à mettre de l'argent de côté, avoir un matelas de sécurité et commencer un peu à comprendre ces grandes notions d'investissement, de taux de rentabilité. Peut-être juste de se souvenir un peu des calculs de comment on calcule une rentabilité. En fait, que votre rentabilité, en fait, c'est le pourcent. Donc, c'est plus ou moins la fraction de la somme que vous allez investir, que vous allez regagner chaque année en intérêt. Et je pense aussi, pour moi, le dernier point le plus important, comprendre le principe des intérêts composés, qui est vraiment ce qui fait que, entre guillemets, vous allez pouvoir créer un effet boule de neige dans vos investissements par le fait que chaque année, quand vous allez générer des intérêts, ceux-ci vont eux-mêmes générer des intérêts. C'est comme ça qu'on arrive à la fin à des montants importants. Mais comprendre aussi que ça prend du temps, que vous n'allez pas pouvoir ni devenir riche, ni passer d'un capital de 1 000 € à 1 million d'euros en un an. Non, ça prend du temps, ça prend des années, mais c'est toutes ces petites habitudes et surtout cette compréhension que vous devez avoir à la base qui vont vous mettre sur le chemin pour pouvoir y arriver. Je rebondis juste un petit peu sur, quand tu dis un peu en dessous de ses moyens, et un peu combiné aux intérêts composés aussi, c'est que quand on touche un peu les bas-fonds d'Instagram et qu'on se mange quelques haters, souvent on nous dit que nous, c'est pas possible ce qu'on a fait, tu vois? Qu'on avait, forcément de l'argent avant, et cetera. Alors que la vérité, c'est qu'on a commencé à vraiment zéro. Et c'est surtout que nous, on a vraiment vécu, bon, peut-être que vous êtes pas obligés d'être aussi ravagés que nous, mais nous, on a vraiment été en monk mode, je pense, après avoir fini nos études, je dirais 3 à 4 ans, un truc comme ça,
où vraiment on n'est pas partis en vacances, toutes les dépenses étaient super maîtrisées. On est resté exprès dans un appart, ce qui nous coûtait, quasiment rien pour, Ouais. pouvoir mettre à balle de côté et en fait, tout ce qu'on a eu, on l'a réinvesti dans nos investissements et au final, 7 ans plus tard, ça a largement porté ses fruits. En fait, je pense que c'est juste une histoire de priorité et peut-être qu'on n'est pas obligé d'être aussi extrême que ce que nous on a fait, mais quand on sait où on veut aller et qu'on prend conscience des moyens qu'il faut et de l'objectif qu'on veut atteindre, ça passe aussi un petit peu par là et se faire violence. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Certes, tu pas obligé de mettre des efforts aussi forts que nous on a fait, mais nous, en fait, on a mis des efforts à hauteur des ambitions qu'on avait. C'est vrai On que nous, voulait on avait finir vite, l'ambition. on voulait finir vite surtout, C'est mais ça, on voulait finir vite, on voulait se créer un vrai patrimoine. On avait, nous, tu vois, souvent quand tu démarres dans l'IMO, tu te fixes comme objectif de cash flow 1 500 €, 2 000 €, 3 000 €. Bah, nous, tout de suite, on visait 10 000 € de cash flow par mois. Donc voilà, on s'est donné vraiment des gros objectifs. Comme ça nous donnait une boussole qui était certes très loin, mais que on allait pouvoir suivre, aller dans cette direction-là. Et en face, on a dû mettre des efforts qui étaient très importants. T'es pas obligé de mettre des efforts aussi importants quand tu veux commencer à investir, mais tu es obligé, je pense, de quand même te poser un peu cette question-là. Et en tout cas, tu peux pas juste te laisser vivre ou entre guillemets te laisser happer par la société de consommation, dépenser tout ton salaire et simplement te dire bon bah de toute façon si un jour je perds mon job, je serai chômeur, et si je suis pas chômeur, je serai au RSA, puis quand je serai vieux, j'aurai ma retraite. Non, ça honnêtement pour moi ça marche plus et tous les jours on vous le dit de pas faire confiance à l'État pour ça, de devoir prendre vous-même en main vos décisions, vos investissements et vos finances personnelles. Donc vraiment commencer tout de suite à passer à l'action. exactement. On commence avec, pour ceux qui ont des petits montants d'épargne, qu'est-ce qu'on appelle petit montant? C'est 1 000 à 10 000 À 10 €. 000 €. Moi, je pense que ça regroupe un peu, j'ai souvent ce profil-là, tu vois, des très jeunes qui ont enfin, quand je dis très jeunes, on s'entend, mais je veux dire des futurs investisseurs qui vont avoir, je sais pas, entre 18 et 20 ans, qui ont, par exemple, l'épargne de leur job quand ils étaient lycéens ou quand ils ont Ça, c'est commencé à être impressionnant étudiants. en vrai. Et souvent, il y a beaucoup de fourmis qui mettent beaucoup d'argent de côté. J'en vois tous les jours et franchement, c'est top. Moi, j'avais fait pareil, hein. C'est vrai que nous, on a commencé avec zéro. Allez, on a commencé, on avait 10 000 € et c'était pas 10 000 € qui me venaient Il y a de... que toi qui avais 10 000 ans, moi Ouais, j'avais toi, 0 t'avais 0. vraiment zéro pour le coup. Ouais. Oui, mais Mais les 10 000, tu les as gagnés comment? oui, C'est voilà, parce c'est que ce que j'étais en pendant train de que dire. moi j'avais mes dimanches à dormir, en fait, Moi, toi je bossais à t'étais Intermarché, je me levais à ouais. 5 heures du mat les dimanches matins. Donc, si je faisais soirée avec les potes, grosso modo, j'essayais de rentrer de soirée vers 2-3 heures, dormir 2 heures et aller bosser pour être à 6 heures à l'Intermarché. Je faisais ça parce que le dimanche, j'étais payé double. Ouais. Donc, c'est vrai que ça me permettait, en fait, je travaillais un jour, mais c'est comme si j'avais été payé pour deux. Donc, c'était relativement rentable. Mais par contre, c'était très dur, c'était très désagréable quand vous êtes étudiant de devoir vous lever aussitôt pour aller bosser, sachant que des fois, vous partiez... moi, je partais au boulot, j'avais mes potes qui avaient continué la soirée, qui rentraient de la soirée, tu vois. Donc bon, c'était quand même, c'était pas hyper agréable, mais je regrette pas de l'avoir fait parce que ça m'a permis de mettre quand même pas mal d'argent de côté, quoi. Ça me sortait un petit salaire, je sais pas, je devais me sortir 500 € par mois de salaire. C'est déjà ça, hein. Donc soit ça me permettait de payer mes sorties, soit ça me permettait de mettre de l'argent de côté, sachant que qu'il y avait les vacances, l'été, je travaillais un peu plus. En été, j'avais fait des gros revenus, hein. J'avais fait, je crois, quasiment 5 000 balles en travaillant 2 mois et demi. C'est énorme. Sachant qu'on était en 2016, Ouais. donc forcément pareil, hein, 5 000 € de 2016, ça vaut pas 5 000 € de 2025. Enfin, tu faisais plus de choses avec ça à l'époque. Et pareil, plutôt que de me faire un putain de voyage ou un truc comme ça, j'avais tout mis sur mon livret A à l'époque et j'étais là, bon, mais voilà, au moins ça me fait de l'épargne. Je savais pas encore ce que j'allais en faire. C'était juste avant que je commence à m'intéresser à l'investissement et c'est vrai que ça avait permis de faire un petit capital pour commencer à partir, quoi. Ouais, moi pareil, moi je travaillais juste l'été et tu vois l'été, ça me donnait les sous pour l'année, mais ça me donnait juste les sous pour l'année. C'est-à-dire, Oui, tu dépensais tout. voilà, je dépensais tout. De toute façon, on Mais aurait toujours tout dépensé chez nous. Donc. il suffit non, mais tu sais, moi, avoir de l'argent de côté, c'est pas que je comprenais pas l'intérêt, mais en fait, j'étais là: «Ouais, pourquoi faire?» tu vois? Alors qu'en fait, au final, j'étais pas sereine du tout. Tous les mois, arrivé au 25 là, j'étais là, je regardais ce qui restait sur mon compte et comment est-ce que j'allais, gérer la dernière semaine avant que le salaire y tombe. Franchement, vivre comme ça, c'est pas une vie, quoi, donc oui, commencer à bien, mettre de l'argent de côté, même, pendant les études, je pense que c'est faisable en vrai. C'est Tout vraiment à fait, faisable. tout à fait. Donc concrètement, qu'est-ce que vous faites quand vous avez ça, on va dire un petit pécule de côté entre 1 000 et 10 000 € par mois? Déjà, c'est bien parce que vous Ouais, avez au en gros. moins déjà la base, c'est-à-dire d'avoir quelques mois de revenus de côté si jamais vous aviez une tuile. Ça vous permet aussi d'envisager des projets parce que même si vous n'êtes pas obligé de tout dépenser, au moins quand tu as un peu d'épargne de côté, tu peux te projeter sur des vacances, tu peux te projeter sur un changement sur changer une voiture ou peut-être commencer à te dire que tu commences
à te faire un apport pour un bien immobilier en fonction de tes projets. Donc déjà, c'est bien parce qu'au moins, tu fais pas partie de tous ces gens que quand ils vont avoir besoin de partir en vacances, de changer de voiture, ils vont faire un crédit conso. Ça, vraiment, c'est la pire des choses à faire, particulièrement quand vous commencez à investir et que vous n'avez pas beaucoup de moyens. Pour moi, on le dit toujours, mais c'est super important, commencer à se former, commencer à tester aussi, très important. Et quand je dis se former, je vous encore une fois, nous n'encourage pas forcément à tout de suite commencer à prendre des formations très chères, etc. Surtout quand vous n'avez pas beaucoup d'argent de côté, mais déjà commencer à prendre de la connaissance gratuite, exactement. Commencer à tester aussi, donc ça veut dire même avec des petites sommes, commencer à faire cet effort de se créer un PEA, de commencer à faire du DCA, de mettre un petit peu d'argent tous les mois dessus, en bourse et en crypto, même si c'est quelques dizaines ou centaines d'euros, peu importe. En réalité, certes, c'est pas mettre 100 euros tous les mois sur un ETF qui vous rendra millionnaire, mais par contre, ça vous permet de prendre des habitudes qui seront nécessaires quand vous aurez des sommes beaucoup plus importantes à investir. C'est un bon conseil ça, en vrai, parce qu'en fait, c'est faisable et ça te permet de créer des habitudes déjà, le DCA, tu vois, c'est pas trop tu peux mettre le montant que tu veux et au moins ça te force à regarder un peu toutes les semaines. Je suppose que c'est toutes les semaines, un truc comme ça et de suivre le marché. La crypto, tu la recommandes, tu dit? Oui. Ouais, moi je la recommande. Alors, tu vois, ça, t'as 2 choix. Soit t'as pas de connaissances en crypto et moi je la recommande au moins sur une petite fraction de Je sais que ça refroidit plein de gens en plus, la crypto. Ouais, c'est marrant ça parce que soit t'as les ultra pro crypto, soit t'as vraiment ceux qui sont très qui ont beaucoup de peur là-dessus. Et effectivement, moi je recommande même sur des toutes petites sommes de mettre allez 5-10% de ses liquidités dessus. Soit si vous y connaissez un petit peu mieux, que vous commencez à être formé sur ce sujet-là, de mettre des sommes beaucoup plus importantes parce que pour le coup, quand justement vous avez pas beaucoup d'épargne, c'est aussi le moment où quand vous commencez à vous former, quand vous commencez à avoir de la connaissance, vous pouvez vous permettre de prendre plus de risques. Parce qu'entre guillemets, si vous avez 10 000 euros à investir, si vous mettez 10 000 euros en crypto et que vous perdez 10 000 euros, bon, c'est grave, personne n'aime perdre 10 000 euros, mais je veux dire, vous allez aller max en fonction des revenus que vous avez, etc. Vous allez remettre quelques mois, voire un an pour les remettre de côté. Je veux dire, ça va pas vous handicaper pour le reste de votre vie. Alors que par exemple, si vous avez 100 000 euros, mettez pas 100 000 euros en crypto parce que pour le coup, si jamais vous faites n'importe quoi, que vous perdez tout, bah, vous allez mettre plus qu'un an, sauf si vous avez très très gros revenus, vous travaillez en Suisse pour les remettre de côté. Donc ça va vraiment dépendre des cas. Mais c'est vrai que justement, quand on a des petits portefeuilles, c'est aussi le moment où on peut se permettre de prendre plus de risques parce que, entre guillemets, on a plus à gagner et moins à perdre en termes de montant. Pour moi, le dernier sujet qui est hyper important également quand vous êtes à ce niveau-là, c'est de maximiser vos revenus. Donc, je ne sais pas si vous travaillez déjà ou si vous êtes toujours en études, mais voir pour toujours avoir le travail qui vous rémunère le mieux par rapport au temps que vous y passez. Commencez à voir si vous pouvez pas faire un side business ou avoir une auto-entreprise à côté ou peu importe. Essayez d'augmenter vos revenus parce qu'en fait, c'est le moment où vous devez commencer à faire décoller votre fusée. Vous allez avoir besoin de cash, que ce soit via vos revenus ou via l'argent que vous aurez de côté. Je pense qu'en plus, il y a pas mal de choses, si on est un peu curieux, qui peuvent prendre pas énormément de temps et qui peuvent quand même ramener de l'argent. Par exemple, moi, je sais que ma sœur est étudiante et en fait, ses soirées, elle les passe à faire du babysitting. Donc, elle est inscrite dans une agence de babysitting et tout, donc c'est encadré parce qu'il y a une agence, etc. Et en fait, le truc, c'est que les gamins, à 20h, ils sont au lit. Du coup, elle les garde jusqu'à, je sais pas, 22h, 23h. Et en fait, ils dorment. Donc, elle a le temps pour travailler et faire ce qu'elle a besoin. Et elle est rémunérée pour ça. Tu vois, ça, c'est pas trop chiant non plus Oui. Comme side business. Ça peut être un truc comme ça. Ou sinon, si vous avez un sport dans lequel vous êtes bon, ou tu vois, il y a les cours particuliers, il y a plein de trucs. Je pense qu'on peut facilement faire de l'argent à côté de son job ou à côté de ses études. Je suis totalement d'accord avec toi. Peut-être une dernière chose qu'on n'a pas parlé là-dessus, c'est est-ce qu'on fait de l'immobilier quand on a ce niveau-là d'épargne de côté? Non, je pense que c'est trop risqué. Enfin, moi, en tout cas, je pense que c'est trop risqué. Alors, Si tu te rates, en fait... moi, j'aurais pas employé le mot risqué, j'aurais employé le mot inconfortable. Dans le sens que... un décalage de loyer ou quoi, en fait, ça te met vite dans la panade, je pense. Tout à fait, c'est que en réalité, quand vous vous lancez dans l'immobilier, vous allez avoir 2 problèmes majeurs. Trouver des biens, les faire financer. Quand vous avez très peu d'épargne de côté, déjà en termes de recherche, vous êtes obligé d'aller sur un petit bien. Vous pouvez pas envisager d'acheter un immeuble à 300 000 euros si vous avez genre 5 000 balles de côté. Contrairement à ce que certains influenceurs immobiliers vous vendent, pour moi, c'est pas raisonnable de se lancer sur des gros projets immobiliers quand vous avez vraiment 0 euros de côté. Même si on peut trouver des financements à 110%, le problème c'est qu'encore une fois, ça va être inconfortable. En réalité, c'est mieux d'avoir l'argent et d'essayer d'avoir un 110%, mais de se dire que ok, si jamais
si jamais j'ai pas le 110%, je suis quand même capable de faire l'apport des frais de notaire, parce qu'en réalité, sinon, vous allez peut-être devoir faire 10 banques pour avoir un 110% en fonction de votre situation, du marché, du bien que vous voulez acheter. Voilà, ça, faut quand même l'avoir à l'esprit. Donc, pour moi, c'est pas risqué, même si tu as raison de dire que dans le cas où vous ayez un décalage de loyer, où il y a un peu de travaux qui ont été Ouais, imprévus, ou voilà, juste ouais. des imprévus classiques de l'immobilier, c'est un peu inconfortable, dans le sens où si jamais le problème apparaît, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous retrouver dans le cas où vous allez vite stresser. Oui, en fait, c'est ça, c'est Vous surtout allez vite mentalement, ça paniquer va être parce que vous allez compliqué, dire: ouais. «J'ai pas l'argent de côté». Après, tant que vous restez sur une petite opération, je sais pas, vous achetez un appartement à 50 000 € par exemple, c'est une petite opération. Pour débuter, c'est bien. C'est vrai que vous allez pas avoir 50 000 € de frais, tu vois? C'est pas possible non plus. Mais par contre, allez, un appart à 50 000 €, un loyer à 400 € par mois, s'il y a pas un loyer qui rentre, faut quand même que vous ayez des revenus conséquents à côté. Pour moi, le seul cas où pouvoir commencer avec des très petits montants, c'est possible si vous avez des très gros revenus. Tu vois, par Mmh. exemple, t'as 0 € de côté, mais tu gagnes 10 000 balles par mois. Oui, là, tu peux te permettre de faire de l'IMO parce que, certes, peut-être pas sur des montants stratosphériques non plus, mais quand même sur des opérations intéressantes dans le sens où tes revenus sont tellement importants que tu arriveras toujours à faire de la place pour payer ce qu'il faut pour ton bien immobilier. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que je sais pas moi, tu gagnes 1 500 € par mois, tu as 1 000 € de Bah, c'est côté, ça. Mmh. compliqué. Ça va être compliqué de trouver déjà un bien dans une cible de prix raisonnable, ça va être compliqué de le faire financer parce que ta situation est pas la meilleure et en plus, tu risques effectivement de vite te retrouver stressé si jamais il y a quelque chose qui se passe mal. Moi, je recommande en général au moins de partir avec 10 000 € dans l'immobilier. Tu peux commencer à faire des belles opérations, ça te permet d'envisager un apport ou alors si tu arrives à avoir du 110%, d'avoir un matelas de sécurité Ouais, qui c'est te ça. rassure. Mmh. 2e, catégorie, on va dire les capitaux intermédiaires. Donc là, on parle de 10 000 à 50 000 €. Là, je pense que les choses sérieuses peuvent démarrer. Hem, L'immobilier, du coup, on vient de le dire, c'est oui, quand tu as entre 10 000 et 50 000 € de C'est côté. même un grand oui. C'est un grand oui. Après, moi, je commencerais du coup, alors soit en SCLIS, soit en LMNP, tu vois, parce qu'au moins, ça te permet de vite renflouer le LMNP. En soi, c'est une fiscalité qui est avantageuse et ça te permet de renflouer assez rapidement le capital que tu as investi. Après, entre nous, entre 10 000 et 50 000 € de côté, voilà, est-ce qu'on peut partir sur un gros projet? Peut-être. Nous, on le recommande jamais en première OP, ça va être un peu, compliqué. Faites déjà un appart, une coloc ou quoi, Petit immeuble. un petit immeuble. Ça permet de tester un peu, comment dire? Comment on peut dire ça? Votre appétence du problème, voir si c'est gérable pour vous et cetera, au niveau de la charge mentale et cetera. Parce que directement, ça fait des choses à penser. Mais c'est pas mal. Pour commencer, je pense que c'est pas mal. En Ouais, tout tout cas à sur fait. l'IMO. Parce qu'en plus, moi je dis toujours que grosso modo, tu fais à peu près un apport de 1 pour 10 dans l'immobilier quand tu te lances, en comptant que tu vas devoir financer tes frais de notaire, tes frais d'acquisition en soi, avec également les frais de garantie et les frais de dossier que va te facturer le banquier. Donc en réalité, quand tu pars avec 10 000 €, grosso modo, tu peux viser une OP à 100 000. Si tu pars avec 50 000, tu peux viser une OP à 500 000. C'est un peu gros de partir sur une OP à 500 000, mais par contre, ça veut dire que tu peux potentiellement faire plusieurs OP. Tu peux faire 3 OP à 150 000 par exemple, ou tu peux faire une première OP à 100 000, une deuxième à 300 000 ou à 400 000. Ça peut s'envisager et c'est vrai que pour moi, c'est le moment où l'immobilier, faut sincèrement commencer à accélérer dessus. Alors, bien évidemment, il y a un prérequis hyper important, c'est d'avoir des revenus stables. Ouais. Ça, même si vous avez 50 000 € de côté, si vous n'avez pas de revenus stables, sur l'étape du financement, quand vous allez avoir le banquier, ça va être compliqué. Donc, bien évidemment, il y a ce prérequis-là pour investir dans l'IMO, mais ça me paraîtrait franchement pas ce qui est le plus indiqué si tu commences à avoir beaucoup d'épargne de côté, autour de 50 000, et de pas t'intéresser à l'IMO, de rester que sur la bourse ou la crypto. Je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que vous allez passer à côté de l'effet de levier parce que en réalité, vous serez toujours plafonné au montant de cash que vous avez si vous investissez dans des ETF ou dans des cryptos. OK, ouais. Peut-être local commercial aussi, un petit, tu vois? Ça Ouais, aussi, tu peux aussi. c'est facile à trouver, je pense et en fait, tu as pas trop enfin, le risque, il est quand même maîtrisé. Il y a pas d'impayé généralement. Tes frais sont payés par le preneur, donc en soi, ça aussi, Tout à fait, ça peut s'envisager. Après, c'est pour ça, comme tu disais, que ce soit un investissement meublé en LMNP ou tu fais une SCLIS avec un petit immeuble, un local commercial, peu importe. Ça, pour moi, c'est secondaire sur qu'est-ce que tu fais en termes de oui, choix du bien. Mais c'est vrai que pour moi, il faut s'intéresser à l'immobilier. Et par contre, c'est aussi pour moi le moment où il faut accélérer sur la partie bourse et la partie crypto. C'est aussi le moment où tu as plus de cash de côté. Pour moi, sur 5 ans, si tu as, allez, on va prendre un peu la fourchette médiane de la tranche qu'on a donnée, on va prendre 30 000. Si tu as 30 000 € de côté, pour moi, faut au moins que tu aies 15 000 € entre la bourse et la crypto. Mmh.
en fonction de ton appétence. Tu peux te garder 15 000 € sur un livret, ça te couvre un peu tes imprévus, ça te couvre quelques mois de train de vie d'avance en fonction de combien tu as besoin pour vivre. Ça te fait également un apport pour un bien immobilier. Par contre, les 15 000 restants, il faut qu'ils travaillent. Il faut que ce soit sur un PEA ou sur un compte titre. Il faut que tu achètes soit des actions directement si tu as été formé là-dessus ou alors sur des ETF directement. Et il faut surtout que tu aies une partie en crypto. Tu peux même envisager, honnêtement, pour moi, avoir quasiment tout en crypto sur 15 000 €. Julien, ça vous l'avez compris, c'est un zinzin de la crypto ici. Oui, parce que tu es aussi au moment où tu commences à prendre un peu plus de risques. Si encore une fois, tu as toujours pareil, les prérequis d'être formé, d'avoir commencé à établir un peu une stratégie. En réalité, pour moi, entre la bourse et la crypto, là, tu auras, on va dire, le risque-reward le plus intéressant. Donc, combien tu peux gagner par rapport à combien tu peux perdre. Probablement que pour moi, la crypto sera plus intéressant pour toi. Après, voilà, faut être à l'aise avec ça. Si t'aimes pas du tout la crypto, si t'es pas à l'aise avec ça ou que tu aimes particulièrement la bourse, tu peux le faire. Mais je sais que nous, quand on a dû faire nos choix, quand on s'est retrouvé à ce moment-là, grosso modo, je pense que c'était à la fin de nos alternances et au début de notre premier CDI, où on avait à peu près ce montant-là de cash en disponible. On savait qu'il y avait une partie qui allait servir d'apport dans l'immobilier, qui allait permettre aussi de faire notre trésor de secours si jamais il y avait un souci sur nos premiers biens. Et le reste, on a quasiment tout mis en crypto. On avait un petit peu de bourse, notamment via mon P2E et via notre PEA, mais surtout en crypto et aucun regret. Encore une fois, bon, certes, sur le premier bull run à l'époque, je me suis cassé les dents, mais c'était même bien avant de commencer l'IMO. Ah oui, Mais c'était à ce moment-là, on était à peu près en 2020-2021, on était au début du bull run, de l'avant-dernier bull run, et ça a été hyper intéressant. Alors, j'ai pas transformé les 15 000 € qu'on a mis en crypto en 1 million, mais par contre, j'ai réussi à faire un x3 dessus. Donc, c'est déjà pas mal parce que ça permettait, là encore une fois, de doubler relativement vite, enfin de tripler même relativement vite les liquidités qu'on avait pour nous donner plus de marge pour partir soit sur plus d'immobilier, soit pouvoir à nouveau avoir plus de cash pour réinvestir soit en crypto, soit en bourse. C'est vrai que ça, en plus, ça nous a vraiment donné un petit boost d'accélérateur. Ah ouais, franchement, pour le coup, c'est vrai qu'on est parti sur des OP vraiment plus grosses. En fait, c'est faux. Du coup, c'est vraiment une boule de neige après sur l'IMO qui fait que grossir. Donc complètement. Pour moi, l'erreur qu'il ne faut pas faire quand tu es dans ce niveau de capitaux, c'est la diversification. Ça, c'est marrant, je l'entends vraiment très souvent dans les investisseurs qui débutent. C'est vrai que vous avez partout des gens qui vous vendent de la diversification parce que dès qu'on investit, en fait, la meilleure moyen de se sécuriser, c'est diversifier. En fait, diversifier, c'est bien quand vous êtes millionnaire et que vous devez placer des millions d'euros et que vous n'avez pas envie de repartir à zéro. Oui, là, on diversifie. Genre, grosso modo, je sais pas, moi, le jour où on a 1 million de cash, là, je commencerai à diversifier. Pour moi, avant, ça vaut pas le coup. Ah ouais? Putain, moi, je suis pas si d'accord que ça, en vrai. En fait, concrètement, d'un point de vue financier, que veut dire la diversification? La diversification, ça veut dire avoir des classes d'actifs qui évoluent en opposé. Oui, c'est ça, qui sont pas dans les mêmes cycles et pas les mêmes risques. Non, c'est qui évoluent en opposé. Ça veut dire ça? Ah, ok. C'est ce que veut dire la diversification. Je te donne un truc tout bête, mais grosso modo, parce que pour ce crypto, c'est quand même assez lié. Ah, c'est full corrélé. Pour moi, c'est quand t'es en bourse, investir en crypto, pour moi, c'est pas de la diversification au sens financier. C'est plus ou moins pour moi, c'est de l'allocation, tu vois. Mais grosso modo, on le voit aujourd'hui quand les marchés actions baissent, le Bitcoin baisse, quand l'un monte, l'autre monte. Alors des fois, tu peux avoir, par exemple, comme ça a été le cas au deuxième trimestre 2025, tu peux avoir la crypto qui surperforme un peu la bourse ou l'inverse en fonction des trimestres, mais ils évoluent dans le même sens. Par exemple, la classe d'actifs des obligations est plutôt décorrélée au marché action. Souvent, quand tu as les obligations qui montent, tu vas plutôt avoir la bourse qui baisse. Pareil, c'est pas vrai 100% du temps, mais globalement, ça l'est. Le problème de la diversification, c'est que grosso modo, ça veut dire que si dans ton allocation, t'es bien diversifié, quand tu vas avoir une partie qui va monter, tu as en théorie l'autre qui descend. C'est pas ce que tu veux à ce moment-là. Tu dois prendre du risque. Tu dois être au contraire, tu dois être concentré sur ton allocation, d'être sur les actifs les plus spéculatifs possibles. Ouais. Et quand je dis spéculatif, je vous dis pas de prendre de l'effet de levier à tort et à travers. Je vous dis simplement qu'à ce moment-là, il faut aller sur les classes d'actifs qui tirent le plus aujourd'hui, c'est-à-dire l'immobilier, la bourse et les cryptos. Et il faut rester investi là-dessus aussi longtemps qu'il faut pour que tu commences à te créer un patrimoine. Et le jour où tu as un patrimoine relativement important, tu commences à diversifier. En gros, diversifier, ça veut dire mettre à l'abri son cash. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a un abus de langage alors. Mais il y a un full abus de langage et tu sais d'où il vient?
Mmh. de tous les conseillers en gestion de patrimoine et des banquiers qui vont te vendre des assurances vie à 2% de rendement, te disant non mais regardez, on a des super fonds diversifiés. Moi j'ai vu ce que ça faisait de la diversification dans un portefeuille en assurance vie, ça veut dire que tu bats pas l'inflation Mmh. à cause des frais de gestion. Donc pour moi, c'est certainement pas le moment où tu diversifies entre 10 et 50 000 euros. Tu l'envisages sur des montants beaucoup plus élevés. Donc en fait, faut pas avoir peur d'être concentré sur votre patrimoine et sur vos investissements à ce moment-là. Mmh. Certes, c'est risqué, mais vous êtes aussi à un moment donné où, quoi qu'il arrive, si tu veux créer un gros patrimoine, à un moment donné, tu devras prendre du risque. C'est pas dire que tu dois faire n'importe quoi, ça veut juste dire qu'il faut en avoir conscience et que quand tu as 50 000 euros de côté, c'est pas le moment où tu dis oh putain, faut absolument que mes 50 000 euros, là, je les diversifie pour que si jamais il y a une crise financière, Mmh. etc. En fait, la crise, elle arrivera, mais il faut te dire que pour toi, ça sera une opportunité et que c'est pas parce que tu es diversifié 3 ans avant la crise que tu seras moins riche J'avoue, ou plus riche après, tu vois. j'avoue. Vu comme ça, j'avoue. Est-ce que tu penses que quand tu as 10 000 à 50 000 euros de côté, c'est le moment de, genre, je sais pas, investir dans un side business, une franchise, un truc comme ça, pour pouvoir faire encore plus de revenus ou pas? Moi, honnêtement, je rejoins toujours les cadrans du cash flow de Robert Kiyosaki. Être Pour un peu moi, dans chaque cadran? ouais, non, au contraire. Pour moi, t'es majoritairement dans un ou deux cadrans. Ouais. Et si pour moi, le cadran investisseur et le cadran entrepreneur, c'est pas qu'ils sont contraires, mais en général, t'es soit plus dans l'un, soit plus dans l'autre. Et Mmh. là, tu fais ton choix. Soit t'es plutôt un investisseur, et auquel cas, je te conseillerais de rester dans ce que tu fais. Donc, soit t'as un CDI, soit t'es peut-être auto-entrepreneur, soit t'es peut-être profession libérale et d'investir à fond à côté. Soit t'as plutôt l'âme d'un entrepreneur. À ce moment-là, peut-être que l'immobilier, la bourse, etc., c'est pas prioritaire pour l'instant et t'es prêt à tout mettre dans un business. Mais honnêtement, d'un point de vue d'évolution du patrimoine, je pense que là où tu peux risquer de perdre le plus de cash, c'est dans la création d'une entreprise, pardon. Ouais. Après, ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Ça veut juste dire Si t'as que l'appétence, pourquoi pas, et les compétences, et que tu crois oui. en ton projet, why not, hein. Mais c'est vrai Mais que pour moi, tu pourras pas tout faire en même temps. ouais, je Faudra pense choisir. aussi. Je pense aussi. Et en vrai, bah, l'IMO, c'est quand même la petite porte de l'entrepreneuriat. On le dit souvent. C'est une manière aussi d'être entrepreneur pour ceux qui n'ont pas de giga idées de start-up ou quoi. Ça peut le faire. Ça peut le faire. On passe sur la dernière catégorie, les gens qui ont 50 000 à 200 000 euros. Ouais, on n'a pas fait au-delà de 200 000 parce que bon, je pense que si vous avez plus de Oh, ils 200 ont 000 plus euros de besoin de nous. cash, Ils ont plus ouais, besoin de c'est ça nous. exactement. Vous avez plus besoin de nous. Ça peut arriver parce qu'il y a des accidents de vie des fois aussi. C'est des gens qui héritent. Oui. C'est juste des accidents Ah, positifs de richesse. oui. Tu vois ce que je veux dire? Après, aujourd'hui, on est quand même en général quand t'hérites en moyenne, je crois que je sais plus la moyenne française. Je crois que l'âge moyen pour hériter, je pense que c'est entre 45 et 55 ans, un truc comme Oui, ça. mais ça peut arriver. Et pareil, une fois, je sais pas si on l'avait raconté ici, mais une fois, on a eu une consultation one shot. Enfin bref, c'est un truc qu'on fait un peu à côté, quand on nous le demande vraiment de manière ponctuelle. Et ça n'a rien. C'est quelqu'un qui ne nous suit pas du tout sur les réseaux, c'est pour ça que je me permets d'en parler ici. En fait, c'est quelqu'un qui travaillait depuis qu'il avait genre, je sais pas, depuis qu'il était ado. En fait, il codait des mini-bots pour des cryptos, etc. Et en fait, il s'est retrouvé avec énormément d'argent. Et en fait, le problème, c'est qu'il savait pas du tout quoi en faire. Enfin, il avait tellement d'argent qu'au final, il savait pas quoi en faire. Et comme quoi, ça arrive aussi des gens qui sont très bons dans quelque chose, ils génèrent pas mal de revenus, et juste ils savent pas comment. Ils savent que c'est pas une bombe de rester ça sur des comptes et ne pas faire tourner, mais ils savent pas où aller, tu vois. Donc en vrai, c'est un peu. Enfin, ça arrive quoi, pour dire que Ouais, ça ouais, non, mais arrive. je suis assez d'accord avec toi. Honnêtement, pour moi, quand t'es entre 50 000 et 200 000 euros, c'est génial parce qu'en fait, t'as du cash. Et si tu veux Ça va vite. avancer vite, Ouais. que ce soit dans des investissements en bourse ou surtout dans des investissements immobiliers, tu vas avoir besoin de cash. Grosso modo, avec 200 000 euros d'apport, tu peux à peu près prétendre à 2 millions d'euros d'emprunt pour de l'immobilier. Donc, tu vois que tu peux déjà commencer à te faire un gros effet de levier et à te constituer un gros parc. Ça veut pas dire que tu feras une opération à 2 millions, bien évidemment, c'est normal de commencer petit, grossir petit à petit, mais ça veut dire que tu as déjà énormément de cash pour avancer. En général, tu as peut-être déjà un peu d'immobilier à côté. Je pense que quand tu es à ce niveau-là, parce qu'il faut quand même les Ouais, avoir mais mis si de tu côté. pars avec, enfin, tu sais, si tu pars avec entre 50 000 et 200 000, t'as jamais investi, tu vois, où est-ce que tu pars? Ah, mais c'est sûr. Pour moi, tu pars sur de l'immobilier, tu pars tout de suite sur de l'immeuble de rapport ou des locaux commerciaux. Pour moi, t'évites un peu ce qu'on risque de te conseiller. C'est rien, mais regarde, t'as déjà du patrimoine financier, pars sur de l'immobilier patrimonial, donc sur des trucs à rendement à 5, 6, 7%.
pour moi, c'est pas forcément le plus intéressant à faire. À Faut moins quand qu'il y ait même vraiment une opportunité, Ouais, pour je moi, vois faut plutôt pas. rester sur l'immobilier de rendement parce que le plus important en réalité, c'est que tu puisses continuer à constituer du cash. Alors que si du coup, si tu es sur des biens à cash flow négatif, donc c'est des biens où tu vas devoir remettre de l'argent tous les mois dedans, ben, le problème, même si tu peux avoir une belle plus-value à la fin, c'est qu'entre guillemets, ça va continuer à manger tes capitaux. Donc au lieu de continuer à faire grossir ton cash, tu vas plutôt commencer à en perdre à court terme, certes, mais à en perdre quand même sur tes opérations. Donc pour moi, il faut quand même rester sur de l'immobilier rentable. Bien évidemment, tu auras la problématique de ton outil d'investissement. Pour moi, pars directement en SCI ou alors fais seulement une OP en LMNP et après tu pars direct en SCI. Et là, pour le coup, c'est le moment où sur ton investissement, pour moi, que tu vas faire sur le cash restant, donc ce que tu ne mets pas en apport dans un bien immobilier, là, tu as des questions qui vont se poser. Ouais. Qu'est-ce Pour qu'on fait? moi, tu dois quand même avoir une grosse poche en bourse, une grosse poche en crypto et tu dois avoir une poche liquide qui soit relativement importante. C'est-à-dire que ça s'appelle une poche liquide. Allez, on va dire, prenons la fourchette haute. Tu as 100 000 € à investir aujourd'hui en bourse, qu'est-ce que tu fais? Moi, honnêtement, j'aurais 100 000 € à investir. Je pense que grosso modo, je mettrais environ 50 000 € en crypto. Je pense que je mettrais entre 20 et 30 000 en bourse et je garderais entre 20 et 30 000 de liquidité. Et je pense que je les mettrais sur rien d'autre. Je les Ah, mettrais. comme matelas de secours, tu veux dire? C'est pas du matelas de secours, c'est de la poche d'opportunité. C'est-à-dire que c'est du cash que tu gardes Au au cas où. moment où, effectivement, s'il y a une crise, s'il y a un crash, machin, tu as des liquidités pour pouvoir rentrer à ce moment-là. Ok. Pour... Ah, ok. Ouais. À l'affût d'une opportunité. Exactement. Ok. Si on était dans un marché de taux qui était normal, je te dirais qu'avec cette poche-là, tu pourrais aller chercher des obligations à court terme, par exemple, ou des choses comme ça. En réalité, je sais plus dans quel épisode on en a parlé, je crois que c'était il n'y a pas si longtemps, Oui. où je disais justement que par rapport aux manipulations des taux par les banques centrales, pour moi, la classe des obligations, il fallait oublier. Donc pour moi, t'oublies les obligations, vaut mieux que tu les gardes en liquidité directe. Ça t'évitera d'avoir des frais de gestion, ça t'évitera d'avoir des opérations à faire qui vont te lier un peu les mains au moment où tu veux passer à l'action. Ça t'évitera de peut-être avoir du blocage, parce que des fois, si tu as des obligations qui ont une certaine maturité, tu peux te retrouver bloqué. Donc pour moi, c'est vraiment, grosso modo, tu mets 70 à 80% de ton cash investi et tu gardes 20 à 30% qui doit être prêt pour passer à l'action si à un moment donné, il y a une belle opportunité Ouais, je vois, ouais. qui se déclenche. Ça, pour le coup, c'est peut-être qu'une erreur, nous, on a fait. C'est-à-dire que moi, j'aimais bien quand on avait le plus de cash possible investi parce que je suis comme beaucoup d'investisseurs, j'aime pas de voir du cash dormir, mais c'est toujours bien de garder des liquidités. Et même moi, par exemple, aujourd'hui, sur notre stratégie en crypto, je garde des liquidités, ce que je ne faisais pas avant. Avant, j'aimais bien être full investi. Et avoir des liquidités, en fait, ça te donne des cartes pour tout simplement te dire, bon, ben voilà, si jamais c'est pas grave, si jamais le marché part à l'inverse de ce que je pensais, j'ai quand même de quoi pouvoir racheter, toujours dans une obligation, enfin, toujours dans une idée que le marché va monter à long terme, bien évidemment. Pour moi, c'est surtout pas le moment où tu donnes ton argent à un banquier, un assureur pour faire du private equity ou je ne sais pas quoi. Reste sur des choses qui sont simples pour toi, qui sont faciles à suivre. Oui, surtout à suivre et à comprendre, ouais. Et pour le coup, c'est une sorte de diversification, tu vois, parce que ta poche de cash que tu vas garder de 20-30%, pour le coup, si les marchés baissent, elle va pas baisser. Ah non, elle est Alors, pas. elle va pas monter non plus, Oui, hein, c'est sûr. mais par contre, elle va pas baisser. Ouais. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la seule classe d'actifs qui en général va vraiment à l'inverse du marché action, c'est les matières premières. Hmm. Est-ce que tu veux avoir 20-30% de ton portefeuille en matières premières pour diversifier? Non, moi je le conseille pas. Vaut mieux que tu gardes du cash et qu'entre guillemets, plutôt que de te dire vas-y je diversifie pour avoir un portefeuille qui fait match nul chaque année, tu vois, de te dire ok, j'ai mon portefeuille, on va pas jouer à 11 sur le terrain, on va jouer qu'à 8, mais si jamais ça se passe mal, j'ai 3 nouveaux joueurs qui peuvent rentrer, tu vois. Grosso modo, Ok. c'est ça l'idée. Ok. Si on devait un peu donner les règles qui s'appliquent à chaque catégorie, qu'importe que vous ayez 1 000 € ou 200 000 €, qu'est-ce qu'on dirait? Moi, je pense que alors c'est se former, mais d'un autre côté, moi je dis pas qu'il faut forcément acheter des formations ou quoi que ce soit. J'ai juste s'intéresser à ce dans quoi on va investir et surtout, faire par soi-même. Dans le sens où, nous Ne vous pas le confier à savez quelqu'un. ouais voilà, nous vous le savez, la délégation, honnêtement, on l'a expérimenté plein de fois, ça fonctionne rarement et surtout Particulièrement sur gagner de l'argent. voilà, particulièrement sur gagner de l'argent. Rien ne sera jamais mieux fait que par vous parce que vous comprendrez ce que vous faites avec votre argent et voilà, la responsabilité, elle est chez vous en fait. Le mec à qui vous confiez votre argent, si ça fonctionne pas, il s'en branle, hein, franchement. Sauf que bon, vous savez, nous on n'est pas comme ça, on veut que ce soit maximisé et que ce soit le plus rentable possible. Donc, je dirais se former, mais surtout comprendre et ne pas déléguer ou si vous déléguez,
c'est toujours avec un contrôle maximal de vous sur ce qui est fait. Imaginons un agent IMO, voilà, si t'as envie tu peux pas faire les visites pour X raisons, voilà, mais toujours un compte rendu de visite à chaque fois, ce qui plaît pas, tu vois, il y a plein de trucs comme ça où vous devez valider à chaque fois et être au cœur du processus à chaque fois. Ensuite, je dirais toujours du cash flow. Nous, je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord avec nous au niveau des investisseurs, mais pour nous, vaut mieux avoir l'argent de suite que tu as le patrimonial que de le récupérer dans 20 ans, on s'en fout en fait. Genre, votre bien Plus, immobilier. t'as une incertitude sur la Mais revente. c'est ça, mais puis enfin, vous êtes pas marié avec votre bien, je vous le dis, dans 10 ans, 15 ans, vous l'avez plus en fait. Il sera déjà, vous allez récupérer la somme et la replacer en permanence. Donc nous, on est toujours adeptes vraiment d'une stratégie de rendement, de cash flow. C'est ce qui est le plus important. T'as d'autres conseils, Juju? Oui, pour moi, il faut pas penser à en vivre trop tôt. Pour moi, réinvestir ses gains, c'est super important. On l'a C'est-à-dire fait que pendant longtemps, hein. en fait, faut vraiment voir ça comme une boule de neige et vraiment vous voyez toujours dans les dessins animés quand la boule de neige elle commence en haut de la montagne, elle est toute petite et en fait plus elle descend, plus elle accélère, plus elle devient grosse. C'est exactement comme ça que ça va se passer pour votre patrimoine et j'aime bien toujours dire ça, c'est que grosso modo on a investi dans l'immobilier pendant 7 ans et c'est sur les 18 derniers mois avant qu'on quitte notre job où on a doublé le parc immobilier. Ouais. Et donc ça veut dire que c'est là où on a fait le plus d'acquisitions, qu'on s'est le plus enrichi et pareil, c'est pas votre premier bull run ou c'est pas votre premier, on va dire marché action avant le prochain crash, vous allez devenir super riche, mais par contre c'est celui-là qui vous permet de vous former, de gagner un petit peu, parce que si vous faites les choses bien, vous gagnerez un petit peu, mais vous ne deviendrez pas millionnaire en une fois. Mais par contre, ça va vous permettre de vous mettre sur les rails pour faire les bons choix d'investissement et réussir justement à bien placer pour les futurs marchés et tout simplement, j'ai envie de dire je parle qu'en crypto, j'ai envie de dire les prochains bull runs, mais bon, vous voyez toujours que dans les marchés actions, il y a des moments comme le Covid où ça va baisser très fort et après ça repart, vous avez les tarifs douaniers, ça baisse très fort et ça repart. En fait, il faut être capable de comprendre comment ces moments-là vont arriver. La plupart du temps, vous ne pourrez pas les éviter. Par contre, si vous investissez de la bonne manière, vous verrez les opportunités de rachat et de réinvestissement à ces moments-là. Oui, et puis surtout, en fait, vous allez vous améliorer, quoi. Plus ça va le faire. Complètement. Mais tout ça, je pense que c'est faisable que si vous passez à l'action. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent ce genre de sujet et tout, mais en fait, ils passent jamais à l'action. Et c'est important de mettre les mains un peu dans le cambouis. Vous ferez pas tout parfait. Personne ne fait tout parfait. Nous, on n'a pas tout fait parfait. Vous avez des cartes que d'autres n'ont pas. Nous, on a des cartes que d'autres n'ont pas aussi. Le but, c'est d'être, je pense, un peu ambitieux avec soi-même et avec la vie qu'on veut. Et passer à l'action, tout simplement. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Tu vois, par exemple, c'est quelque chose que je dis aux investisseurs qu'on accompagne. Par exemple, des fois, même quand ils ont des grosses OP immobilières, qu'ils n'ont pas forcément de cash à investir en bourse ou en crypto, je les encourage toujours à quand même ouvrir un petit PEA, un petit compte crypto et commencer à mettre un petit peu d'argent dessus. Je leur explique que c'est pour prendre l'habitude. Et c'est ça qui fera une différence de fou. Parce que je vous donne un exemple qui s'est appliqué à nous-mêmes. C'est qu'au moment du Covid, j'ai vu qu'il y avait des opportunités de fou à faire sur le marché action. On pouvait acheter des actions totales à 30 euros. Je crois que elle vaut 60 ou 70 aujourd'hui, quelque chose comme ça. Enfin, on pouvait vraiment faire des opérations de fou. Et je me souviens qu'à l'époque, mon PEA, certes, il était ouvert, mais j'avais pas l'option bourse avec ma banque. Fallait que j'appelle ma conseillère, qu'elle me débloque, que je signe des papiers, etc. J'avais la flemme. Du coup, je suis passé à côté d'excellentes opportunités. Pourquoi ? Parce que j'étais pas prêt et que j'avais pas pris l'habitude. Si à cette époque-là, j'avais déjà eu un PEA qui était ouvert, qui me permettait de prendre position facilement en 2 clics sur mon application, en réalité, je l'aurais fait. Et c'est pour ça que vraiment prendre des habitudes et commencer tout de suite à passer à l'action, c'est vraiment, moi, c'est toujours ce que j'encourage à faire aux investisseurs qu'on accompagne, parce que je sais que même si à l'instant T, ils ont des toutes petites sommes à investir, le jour où ils auront beaucoup plus de cash, en fait, ils sauront comment ça marche, ils auront pas la flemme de le faire. Et si jamais il y a, je sais pas moi, prochain crash du Bitcoin, prochain crash des marchés boursiers ou autres, bah en fait, à ce moment-là, ils seront prêts. Ils auront juste à mettre du cash sur leur compte crypto ou sur leur application bourse et ils pourront investir au meilleur moment. Ok. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Juju ? Non, je pense qu'on est bien. Il y a peut-être une toute dernière chose, c'est qu'effectivement, il faut adapter sa stratégie aussi à ses objectifs de vie. Moi, c'est un peu pour moi le mot de la fin. C'est que en fonction de ce que vous voulez dans la vie, vous allez devoir mettre une certaine quantité de travail, une certaine quantité d'efforts en face, et il faut juste s'adapter.
Pour moi, rien n'est impossible, mais il faut être conscient que si vous avez de grandes ambitions, il va falloir beaucoup travailler. Ou à l'inverse, si vous avez peut-être des rêves moins grands, et franchement, c'est totalement OK. Ouais, largement. Simplement, d'adapter tout simplement à ce que vous voulez, les efforts que vous allez mettre en face. Mmh. C'était le petit mot de la fin. N'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes, à nous mettre 5 étoiles, ça nous aide beaucoup pour l'algorithme, à nous suivre sur Instagram, Quitte le Boomer Dream et La Flouserie. On vous partage un peu notre quotidien d'investisseur et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Ciao.